The mechanism for international criminal tribunals is now in session. La Giunta mechanism for Lex Tribunal Penal International at UET. Please be seated. Good afternoon. Le juge Hall. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire. Monsieur le greffier, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire. Le greffier d'audience, c'est l'affaire MTPI 1596 PT, le procureur contre Javica Stanisic et Franco Simatovic. Le juge Hall, merci. Maintenant, les parties peuvent-elles se présenter? D'abord, l'accusation, Monsieur Stringer, bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Pour l'accusation, Sarah Melikian, Grace Harbour, Adam Werber, Douglas Stringer et notre commis à l'affaire Thomas Legel, ainsi que notre stagiaire Charlotte. Le juge Hall, maintenant la défense. Pour M. Stanisic d'abord, Maître Jordache, bonjour Monsieur le Président. Pour M. Stanisic, Wayne Jordache, Jan Edwards, et il est notre co-conseil, nouveau co-conseil. Ensuite, Danko Kostovic, Catriona Murdoch, Elisa Chiaro et les autres. Le juge Hall. Et pour ce qui est de M. Simatovic, Maître Bakrac. Pour la défense de M. Simatovic, Mikhailo Bakrac, Vladimir Petrovic et Mélanie Vranesh. Merci. Le juge Hall, merci. On the 21st of February, Le 21 février, le président du mécanisme a désigné le juge Joseph Marsanché pour remplacer le juge Solomi Bossa en tant que membre de cette chambre. Et c'est la première fois qu'on siège aujourd'hui suite à cette recomposition de la chambre. Et par conséquent, je souhaite la bienvenue au juge Marsanché en tant que membre de cette chambre. Aujourd'hui, à cette conférence préalable au procès, qui a été convoquée conformément à l'article 81 du règlement, et conformément à cet article, il faut qu'une conférence préalable au procès soit tenue avant le début des débats. Après avoir entendu l'accusation à cette conférence préalable au procès, la Chambre de première instance peut déterminer le nombre de témoins que l'accusation peut convoquer, peut citer à la barre, et la durée de présentation des moyens de preuve. La Chambre de première instance peut également inviter le procureur d'écourter la durée de l'interrogatoire principal de certains témoins. En outre, la Chambre de première instance, après avoir entendu l'accusation, peut inviter le procureur à réduire le nombre de chefs d'accusation cités dans l'acte d'accusation et de fixer le nombre de lieux des crimes et des faits incriminés pour lesquels le procureur peut présenter des moyens de preuve. Les conseils de défense nous ont informé que les accusés, qui actuellement sont tous les deux en liberté provisoire, ont consenti que cette conférence préalable au procès se tienne en leur absence. Je rappelle les parties que l'acte d'accusation en vigueur pour ce procès est toujours le troisième acte d'accusation modifié du 10 juillet 2008 du procès initial qui s'était tenu devant le TPY. Ensuite, sur la base de la décision de la Chambre, les accusés doivent donc être présentés à la Chambre
pour ce qui est de tous les chefs d'accusation. Je rappelle que le 18 avril 2016 et le 2 février 2017, la Chambre de première instance a rejeté les requêtes concernant les principes de res judicata et non bis in idem concernant ce contexte. Et aujourd'hui, à cette conférence préalable au procès, la Chambre de première instance n'invitera pas l'accusation à réduire la portée de l'acte d'accusation. Ensuite, nous allons parler du nombre de témoins que l'accusation peut citer à la barre, ainsi que la durée de la présentation des moyens de preuve de l'accusation. Ensuite, le 2 février, la Chambre de première instance a rendu la décision limitant la présentation des moyens à charge de l'accusation, principalement aux moyens à charge présentés lors du procès initial et permettant à l'accusation de présenter de nouveaux moyens de preuve seulement dans certaines circonstances limitées. À la suite de cette décision, le 9 mars, l'accusation a déposé le mémoire préalable au procès révisé ainsi que les listes des témoins et des moyens à charge. Au vu de cette liste révisée de l'accusation, la liste des témoins, et étant donné que RFJ-175 a été retiré de cette liste, à présent il y a 143 témoins de l'accusation potentielle. L'accusation a l'intention de citer à la barre un témoin qui témoignera de vive voix, ensuite 86 témoins en vertu de l'article 111 et 7 témoins experts. En outre, l'accusation a l'intention de produire la déposition de 49 témoins conformément aux articles 110 et 112 du règlement. L'accusation estime qu'elle aura besoin d'à peu près 107 heures pour mener l'interrogatoire principal de ces témoins. Étant donné que RFJ 175 a été retiré, la Chambre de première instance a été informée que la durée estimée de la présentation de moyens de preuve est 104 heures. Pour ce qui est des catégories des témoins, j'aimerais que l'accusation confirme le nombre de témoins conformément aux articles 110 et 112. Monsieur Stringer, Monsieur le Président, il y a une petite modification par rapport au nombre de témoins. Au fin du compte-rendu, je fais référence au témoin RFJ 029, par rapport auquel nous avions dit qu'il témoignerait conformément à l'article 110, sera en fait le témoin conformément à l'article 111. Et il y a eu cette modification, cette correction, puisque il y avait des points qui n'étaient pas conséquents sur notre liste des témoins et qui sont contenus dans notre requête. Ensuite, le témoin RFJ 106 n'est pas le témoin conformément à l'article 110, mais plutôt conformément à l'article 111. Donc RFJ 106 et RFJ 129 sont tous les deux les témoins conformément à l'article 111 et non pas conformément à l'article 110. Et je crois que après cela, on peut dire que le nombre de témoins conformément à l'article 110 est 20 et conformément à l'article 111, 86. Au fin du compte rendu, pendant quelques dernières semaines, nous avons également omis un témoin qui devait au départ témoigner conformément à l'article 111. Donc, excusez-moi, on a 87 témoins en vertu de l'article 111 et 20 témoins conformément à l'article 110. Le juge le merci, Monsieur Stringer. La Chambre de première instance fait remarquer ensuite que l'accusation avait déjà déposé quelques requêtes concernant l'admission des dépositions des témoins conformément à l'article 110, 111 et 112. Et certaines de ces requêtes concernent de nouveaux moyens de preuve qui n'avaient pas été présentés pendant le procès initial. Et au vu de la décision du 2 février, la Chambre de première instance rendra sa décision en temps utile pour dire si l'accusation peut produire ces moyens à charge. Et également, la décision concernant la requête de l'accusation
par rapport à des limitations de la Chambre concernant de nouveaux moyens de preuve et en instance. Et cette requête a été déposée le 28 avril. On s'attend à ce que cette décision donne clairement les instructions à l'accusation pour ce qui est de l'admission des moyens de preuve, et cela facilitera la conduite du procès lorsque le procès commence. La Chambre de première instance est donc veut dire que cette conférence préalable au procès se tient au moment où un certain nombre de questions sont toujours en souffrance. Néanmoins, je crois que nous pouvons parler de la durée estimée de l'interrogatoire principal de certains témoins, ainsi que du nombre de témoins que l'accusation peut citer, et ainsi que de la durée de la présentation des moyens à charge de l'accusation. Avant de donner la parole aux parties, je rappelle que lorsqu'on se penche sur les modalités appropriées, les plus appropriées de produire des moyens de preuve pour assurer que le procès soit rapide et équitable, la Chambre de première instance ne tient pas compte seulement du temps qui est nécessaire pour l'interrogatoire principal, mais également pour le contre-interrogatoire, pour les questions éventuelles de la Chambre, ainsi que du temps nécessaire pour que la Chambre puisse lire et évaluer les moyens de preuve à l'extérieur de la salle d'audience. Après avoir rappelé les rapports d'experts concernant l'état de santé de M. Stanisic le 13 avril cette année, la Chambre de première instance a décidé qu'on siège 3 jours par semaine, de 2 volets d'audience d'une durée de 90 minutes avec une pause de 2 heures. Ce temps réduit de la durée d'audience est telle qu'elle ne nuira en aucune façon à l'accusé, ne portera aucun préjudice à l'accusé. Pour ce qui est de déposition de certains témoins qui avaient témoigné lors du procès initial, on peut donc également parler de cela. Je rappelle que lors de la dernière conférence de mise en état, le 7 avril, les parties ont informé la Chambre de première instance qu'il n'y avait pas de progrès pour ce qui est de l'accord concernant aux témoins dont les dépositions du procès initial pouvaient être versées au dossier dans cette affaire. Je comprends donc la position de la défense à cet égard, mais je pense qu'il doit y avoir une façon d'arriver à un accord entre les parties concernant les dépositions qui peuvent être versées au dossier dans cette affaire. Et je souligne que donc la Chambre de première instance attend à ce que les parties arrivent à un accord concernant donc les faits déjà jugés et concernant la requête du 28 avril de l'accusation. J'aimerais donc entendre les positions de l'accusation ainsi que des conseils de défense de 2 accusés. Monsieur Stringer, merci Monsieur le Président. Comme vous avez déjà dit, l'accusation dans sa requête a indiqué qu'elle a besoin de 104 heures ou à peu près 104 heures, peut-être 104 heures et demie, pour ce qui est de l'interrogatoire principal des témoins. Nous comprenons les décisions de la Chambre, les décisions du 2 février et également la décision de la Chambre dans laquelle la Chambre a clarifié pourquoi elle avait rejeté notre requête pour obtenir le certificat et que d'après les conditions présentées par la Chambre dans cette décision, certains témoins ne pourront pas témoigner selon notre plan initial. Nous tenons à notre liste des témoins. Nous avons réduit le nombre de témoins, comme vous le savez, mais nous sommes maintenant dans une situation difficile puisque nous ne savons pas quelle est notre position concernant certaines requêtes de l'accusation qui sont en instance, parce que nous ne pouvons pas savoir quelle
stratégie adoptée et la défense a plusieurs reprises dit qu'elle ne savait pas ce que sont les intentions de l'accusation. Le fait est que l'accusation même ne sait pas à ce moment quels seraient les moyens à charge qui seront produits. Nous savons ce que nous allons présenter. Cela nous a été toujours clair, mais nous ne savons pas quel type de moyens de preuve nous pourrions présenter. Nous le saurons uniquement après la décision de la Chambre et nous espérons que la décision de la Chambre sera rendue en temps utile concernant notre requête en vertu de l'article 111 et notre requête du 28 avril. Mais nous ne savons pas quelles sont les décisions de la Chambre concernant nos requêtes conformément à l'article 111. 110 et 112, ainsi que pour ce qui est des faits déjà jugés. Et lorsque nous saurons quelle sera la décision de la Chambre concernant notre requête du 2 février, nous saurons comment nous adapter à cette situation et comment présenter les moyens de preuve de la meilleure façon. Le nombre de témoins que nous avons proposés et le nombre d'heures que nous considérons comme nécessaires pour que nous puissions mener notre interrogatoire principal sont des points qui peuvent avoir une incidence sur la décision de la Chambre. C'est pour cela que j'aimerais demander à la Chambre d'accepter le fait que si certains témoins sont rayés de la liste ou si certains témoins ne peuvent pas être cités à la barre puisque leurs dépositions sont considérées comme étant les dépositions nouvelles ou qu'ils ne remplissent pas certains critères, alors nous allons demander de présenter les moyens de preuve en citant à la barre les témoins qui peuvent déposer. Par exemple, si un témoin témoignera ici, peut-être qu'on aura besoin de plus de temps pour ce témoin, pour présenter des moyens de preuve que nous ne pouvions pas présenter en présentant d'autres témoins. Cela donc dépendra de chaque cas, pris de façon individuelle. Donc, je indique maintenant que nous avons besoin de 104 heures, mais peut-être que nous aurons besoin de moins de temps et que peut-être que ce nombre d'heures ne sera pas en corrélation directe avec les témoins qui, finalement, ne témoigneront pas. Je ne sais pas si j'ai abordé toutes les questions que vous avez posées. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Nous nous préparons pour le procès et nous attendons à ce que lorsque le procès commence, un certain nombre de questions soient soulevées concernant l'état de santé, la liberté provisoire. Tout cela peut avoir une incidence sur le début des débats, le début du procès. Donc nous attendons à ce que le procès commence à la mi-juin. Et je rappelle à la Chambre que le juge ainsi que vous, Monsieur le Président, que nous avons besoin d'au moins de 4 semaines pour que le service qui s'occupe des témoins et des victimes soit prêt pour faire venir les témoins. Ce sont des questions logistiques qui nécessitent donc ces 4 semaines. Donc, une fois les directrices rendues, concernant nos requêtes en vertu de l'article 111, nous pouvons commencer à prendre des pas pour que les témoins viennent ici et pour qu'on puisse commencer le procès avant les vacances judiciaires fin juillet. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Le juge. Merci, Monsieur Train. Maître Jordache, des réactions à cela? Maître Jordache, je serai bref. J'ai 2 questions à poser. D'abord, je ne sais pas si j'ai bien compris la logique de l'accusation. Si la décision à laquelle elle a fait référence est la décision du 2 février, et si cette décision est appliquée,
tel que nous l'avons demandé, c'est-à-dire en limitant les éléments de preuve à ceux qui ont été principalement versés dans la première affaire jugée, alors je ne comprends pas comment l'accusation a l'intention d'ajouter de nouveaux éléments de preuve qui sont perdus et qui, pour elle, découleraient d'anciens témoins. Le 2 février, la décision qui date de ce jour-là porte non pas sur des témoins, mais sur des éléments de preuve qui sont limités à principalement ceux qui avaient été versés dans la première affaire, ce qui voudrait dire que si l'accusation a l'intention de rappeler à la barre d'anciens témoins, elle ne peut pas poser de nouvelles questions pour obtenir de nouveaux éléments de preuve par le truchement de cet ancien témoin. Donc je ne suis pas sûre dans ce sens-là d'avoir suivi la logique de l'accusation. Deuxièmement, et cela porte sur le contre-interrogatoire et la production d'éléments de preuve. Nous suivrons bien évidemment la décision des juges de la Chambre, mais je tenais d'ores et déjà à dire que nous avons l'intention de faire tout ce que nous pouvons pour qu'il n'y ait pas de doublons qui soient effectués, que nous allons collaborer avec l'accusation en tant que faire se peut. Et depuis le début de ce nouveau procès, en décembre 2015, je pense que j'ai répété et que j'ai consigné au compte-rendu que le but de ce nouveau procès était de raccourcir la première procédure et non pas de tirer les choses en longueur. S'agissant à présent de témoins qui font l'objet de davantage de contestations, et si nous sommes limités à ceux qui ont été appelés dans l'ancienne affaire, nous devrions pouvoir réduire la liste de ces témoins dans une large mesure et partant, le contenu des contre-interrogatoires serait également raccourci comme dans le procès précédent. Alors cela dépendra des récollements de l'accusation, d'autres questions qui peut-être ont besoin d'être éclaircies lors du contre-interrogatoire, mais nous allons veiller à faire le plus court possible. Donc si tous ces efforts sont réalisés des deux parties, je pense que nous pouvons vraiment assurer une procédure très rapide. Le Président, merci. Je vais inviter votre confrère à prendre la parole et à s'exprimer à présent. Maître Bakrać. Monsieur le Président, je vais essayer d'être le plus bref possible. Les deux équipes de défense ont presque le même avis sur cette question. Nous aimerions dire que nous aussi, nous pensons qu'il s'agit là d'une référence, en tout cas de la part de l'accusation, à la décision datant du 2 février. Si cela est le cas, eh bien, je souscris totalement aux propos de Maître Jordache, c'est-à-dire que nous allons présenter des éléments de preuve qui ont déjà été présentés lors du premier procès. Voilà pourquoi je ne comprends pas non plus les préoccupations que l'accusation vient d'émettre quant à de nouveaux éléments de preuve. Peut-être qu'ils essayent de faire entrer de nouveaux éléments de preuve d'une façon détournée, éléments de preuve qui n'auraient peut-être pas été acceptés lors du premier procès. Et peut-être qu'il y a aussi une intention de citer à la barre de nouveaux témoins. Je ne sais pas, il faudrait éclaircir cette affaire. Deuxièmement, s'agissant de la question que Maître Jordache vient de soulever, à savoir la décision relative à M. Simatovic, eh bien, je tiens à dire que nous avons également la volonté de coopérer avec l'accusation, s'agissant de certains faits contestés ou non. Je crois que la façon la plus logique d'aborder les choses serait d'aller pas à pas au fur et à mesure de la comparution des différents témoins et au fur et à mesure que les choses se décanteront, nous verrons dans quel sens aller. Je pense qu'à ce moment-là, nous aurons une idée plus claire de la façon d'accélérer la procédure. Pour le reste, nous avons fourni nos réponses et nos arguments et nous attendons votre décision, Monsieur le Président. Monsieur Stringer, alors est-ce que vous pourriez nous aider à éclaircir cette ambiguïté? Je n'irai pas jusqu'au mot confusion qui a été utilisé, mais les conseils de la défense viennent d'émettre quelques questions sur l'ambiguïté de votre
Intervention tout à l'heure, Monsieur Stringer. Oui, Monsieur le Président. Les préoccupations, en fait, sont des préoccupations qui touchent l'accusation. Et messieurs les juges savez très bien que l'accusation a pour position, s'agissant de cette décision du 2 février, l'accusation s'est déjà exprimée sur cette décision. Je ne vais pas revenir dans les différents détails. Et d'ailleurs, la position officielle de l'accusation se retrouve dans les différents arguments et écritures que nous avons déposées. Alors, ici, la question est la suivante. Le premier procès, au cours du premier procès, certains témoins ont été entendus, etc. Il se peut que ici, ces témoins soient rappelés à la barre, apportent des éléments de preuve et qu'on leur pose des questions qui ne leur ont pas été posées auparavant parce que d'autres témoins avaient été cités à la barre pour ces éléments de preuve-là et ces éléments de preuve n'avaient pas été contestés ou l'accusation avait le sentiment que certains faits avaient été suffisamment établis pour ne pas poser de questions supplémentaires à ces témoins-là. Si nous nous retrouvons dans une situation où nous aurons des témoins qui viendront ici et qui en sauront davantage que ce qu'ils avaient apporté lors de leur déposition au cours du premier procès, eh bien là, mon intervention tout à l'heure allait dans ce sens-là, parce que ces éléments de preuve viendront après la décision du 28 avril que vous avez rendue, et la Chambre de première instance n'est pas en mesure de le savoir d'ores et déjà. Donc, la Chambre ne veut pas entendre des dépositions de témoins qui apporteraient de nouveaux éléments sur des sujets dont ils ont connaissance, en raison de la non-présentation de ces éléments de preuve au cours du premier procès. Dans ce cas-là, et je vais être honnête avec vous, messieurs les juges, nous ne voyons pas l'utilité de citer à la barre ces témoins et de les faire venir jusqu'ici. À tout le moins, lorsque nous nous retrouverons dans une situation où un minimum a été établi et où nous saurons clairement quelle est la thèse de l'accusation, eh bien, nous pouvons mettre le curseur à ce niveau-là, mettre la limite, parce que, et bien évidemment, nous ne permettrons jamais d'obtenir de nouvelles informations qui n'ont rien à voir avec ce qui avait été apporté la première fois, mais nous aimerions tout de même suivre une certaine ligne, autant que faire se peut, et déplacer légèrement le curseur en fonction des éléments apportés par les témoins. Je ne pense pas que les juges de la Chambre vont exiger aux équipes de la défense de mener les mêmes interrogatoires et contre-interrogatoires que ceux qui avaient été menés la première fois ou de poser des questions qui n'avaient pas été posées pour le témoin X ou le témoin Y qui était venu déjà déposer la première fois. Donc, nous avons essayé d'analyser les choses sous cet angle-là. Voilà pourquoi, dans notre écriture du 28 avril, nous avons parlé d'une asymétrie fondamentale qui pourrait arriver à déséquilibrer les choses entre les parties et faire en sorte que l'accusation se retrouve dans une situation où elle ne pourra pas obtenir de nouveaux éléments de preuve ou obtenir de nouveaux faits d'un témoin qui est venu à la barre. Et parallèlement, la défense, elle, je le suppose, aura l'autorisation de mener un contre-interrogatoire tout à fait librement pour le même témoin. Nous ne nous opposons pas à cela, messieurs les juges, mais cette asymétrie fondamentale est un risque réel et l'accusation aimerait au moins avoir la possibilité de tenter de reprendre certains éléments de preuve qui avaient été perdus pour certains témoins, qui avaient été exclus au titre de la décision du 2 février de la Chambre. Donc nous plaidons pour un équilibre. Si cet équilibre existe, nous n'allons pas demander de nouvelles choses. Mais si le déséquilibre est là dès le départ, il y aura forcément contestation. Donc, je tenais à attirer l'attention des juges de la Chambre sur cette question-là, savoir dans quelle voie nous nous engageons
Et je déteste être aussi franc, Monsieur le Président, mais au cours du procès, j'aimerais éviter ce genre d'écueil et éviter que les juges de la Chambre appliquent une décision qui a été prise avant le début du procès qui nous bloquera dans nos tentatives d'apport d'éléments de preuve. Voilà la question. Alors, je ne peux que répondre aux commentaires que mes confrères ont apportés, en particulier le commentaire de Maître Jordache, en lui rétorquant que nous sommes dans un cas de figure aujourd'hui où l'accusation aura les points liés et sera strictement limitée au compte-rendu du premier procès, alors que la défense n'aura pas nécessairement ces limites imposées. Et c'est vraiment le nœud des préoccupations que nous avons exprimées dans notre écriture du 28 avril. Alors, si cela vous éclaire davantage, je tiens à vous assurer, Monsieur le Président, que notre rôle, notre devoir est dans cette affaire de mener la procédure le plus rapidement possible, de suivre les décisions de la Chambre, d'y adhérer. Nous reconnaissons et nous respectons les préoccupations soulevées par la Chambre quant à la rapidité du procès, compte tenu de la santé et des questions que cet état de santé peut soulever, mais nous essayons également, d'un autre côté, d'arriver à un équilibre entre procès, manque de proportionnalité, impact sur les arguments de l'accusation et affaire à boucler. Donc, pour terminer, je dirais que nous devrons attendre le moment venu où un témoin qui est là et qui pourrait nous dire quelque chose sur un élément ou un document qui n'était pas disponible auparavant, document qui n'a pas été consulté auparavant, et là, trancher sur ce qu'il convient de faire. Et les juges de la Chambre auront ces informations à disposition et je pense que là, vous pourrez être mieux à même de voir s'il s'agit d'éléments probants, fiables, etc. Le Président, merci. Le Président, je tiens à remercier les parties de leurs observations qui seront prises en compte en temps voulu. Je passe à présent au prochain point qui est celui des faits convenus ou faits admis. À la dernière conférence de mise en état du 7 avril, j'ai pris note du fait que les parties ne s'étaient pas encore mises d'accord sur des questions de faits au titre de l'article 70 du règlement, du nouveau règlement, et qu'il y avait une certaine réticence à traiter de cette question en l'absence d'éclaircissement de la part de l'accusation s'agissant de ce que la défense estime être de nouveaux éléments de preuve et des allégations. J'aimerais relever aussi que l'écriture ultérieure déposée par l'accusé Stanisic le 5 mai accepte 849 des 1410 faits jugés proposés par l'accusation. J'aimerais à présent demander aux parties s'il y a eu des progrès en la matière sur ces deux questions depuis la dernière conférence de mise en état. L'accusation. Monsieur le Président, s'agissant des faits jugés, la défense a récemment déposé une écriture supplémentaire relative à ce que vous venez de dire et nous sommes en train de déposer une réponse ou un suivi. Donc je m'attends à ce que la question des faits jugés soit complètement bouclée pour les juges de la Chambre dans un avenir très proche. S'agissant des faits convenus ou admis, et j'aimerais élargir un petit peu le champ d'application et vous parler de témoins.
aussi témoins qui font l'objet d'un accord entre les parties, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Eh bien, s'agissant de cela, nous, et dès le début de cette affaire, nous avons convenu de plusieurs éléments pour le premier procès. Nous n'avons pas obtenu d'accord quant à la preuve de décès que nous avions lors du premier procès, mais nous sommes quand même arrivés à un accord sur les documents pour la question assez fondamentale de la preuve de décès de victimes. Notre document déposé en novembre 2016 offre à la défense des éléments s'agissant de 45 témoins, si ma mémoire est bonne, et ce document est toujours sur la table. La défense doit encore nous communiquer sa réponse. Et sur la base des commentaires que les juges de la Chambre ont déjà formulés, je suis sûre que nous allons continuer à collaborer dans cette veine-là et que la défense très rapidement procédera à cela, étant donné que nous avons reçu les orientations des juges de la Chambre. Mais pour les faits convenus ou les faits admis, franchement, je ne sais pas si il y a eu des évolutions ultérieures, si les choses sont toujours sur la table, si il y a des décisions plus récentes de la Chambre quant à la portée de l'affaire. Le juge Hall, merci beaucoup. Maître Jordache, oui. Lorsque la décision du 2 février sera totalement claire, alors notre position restera la même, à savoir que nous allons être le plus constructif possible à cet égard et d'après ce que nous avons compris, la portée de la thèse de l'accusation doit suivre l'acte d'accusation qui a été déposé. Donc, nous allons commencer notre part du travail très bientôt. Le juge Hall, très bien. Maître Bakrash, Maître Bariage. Oui, messieurs les juges, très brièvement, je me contenterai de dire que la défense de Simatovic est du même avis que la défense de Stanisic. Et à ce stade-ci, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer, mais nous sommes désireux, après certaines décisions et éclaircissements qui ont été faits, de prendre les mesures nécessaires. Monsieur Stringer, j'ai oublié de vous dire quelque chose, Monsieur le Président. Nous avons obtenu quelques informations complémentaires de la part des juristes. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a eu que 593 faits qui ont été convenus et pas 849, mais quoi qu'il en soit, nous reviendrons vers vous directement pour vous donner les chiffres clairs. Le Président, je vous remercie. Je vais à présent passer au début du procès. Comme vous le savez, les juges de la Chambre ont reçu une requête de la part de M. Stanisic au fin de prolonger sa libération provisoire pour la durée de la présentation des moyens de l'accusation. La Chambre de première instance est en train d'examiner les arguments des parties et rendra une décision à cet égard dans les prochains jours. Dans l'intervalle, M. Simatovic a indiqué qu'il ne demandera pas de prorogation de sa liberté provisoire. Une fois que la question de la demande ou la requête de M. Stanisic sera tranchée, les juges de la Chambre seront en mesure de fixer une date pour le début du procès. Et l'on s'attend à ce que le procès commencera peu après la conférence préalable au procès d'aujourd'hui, en gardant à l'esprit le temps nécessaire aux accusés de rentrer. Alors, sous réserve de ceci, les juges de la Chambre s'attendent à ce que le procès commence le 13 juin avec les déclarations liminaires de l'accusation. J'aimerais à présent inviter les parties à répondre aux juges de la Chambre s'agissant de toute autre question qu'elles aimeraient soulever à cet égard. Alors, les conseils de l'accusé n'ont pas l'intention de présenter des déclarations liminaires au début du procès. C'est ce que l'on m'a dit. J'aimerais savoir ce que l'accusation a l'intention de faire. Monsieur Stringer, vous avez la parole. Monsieur Stringer.
Monsieur Stringer, je m'excuse, mais vous pensez aux déclarations liminaires, le juge Hall? Oui, Monsieur Stringer, nous serons prêts, absolument prêts, à commencer par nos déclarations liminaires. Si nous avons suffisamment de temps sur la base des décisions de la Chambre pour s'occuper des témoins, des dispositifs nécessaires pour nous adapter à tout cela, pour que nous puissions faire de notre mieux et pour être prêts à des déclarations liminaires. Juge Hall, Monsieur Jordache, comme vous le savez, nous avons déposé hier une requête pour ce qui est de la présentation de moyens de preuve de l'accusation et nous considérons que la situation est sérieuse parce que si le 13 juin est la date du début du procès, si les témoins seront cités à la barre conformément à la décision du 2 février, à savoir qu'il s'agit d'anciens témoins, et si nous regardons la liste des témoins de l'accusation, nous serons dans ce cas-là prêts à contre-interroger ces témoins. Le juge Hall, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit auparavant, à savoir que vous ne présenterez pas les déclarations liminaires? Maître Jordache, oui, merci. Le juge Hall, merci. Et vous, Maître Bakratch? Maître Bakratch, Monsieur le Président, pour ce qui est de notre défense, nous serons prêts à commencer le 13 juin. Bien sûr, sur les conditions que nous avons déjà indiquées, à savoir qu'il s'agisse des témoins qui avaient déjà témoigné devant ce tribunal. Et pour ce qui est des déclarations liminaires, nous les présenterons au début de la présentation des moyens des charges. Et il est possible que l'accusé Simatovic, conformément à l'article 101, présente sa déclaration à la Chambre après les déclarations liminaires de l'accusation. Il sera très bref et bien sûr avec votre autorisation, monsieur le juge. Le juge Hall, merci. Maintenant, je vais aborder la question concernant les mesures de protection pour les témoins. Je rappelle que le 15 mai, la Chambre de première instance a rendu la décision par rapport à 2 requêtes de l'accusation relatives aux mesures de protection pour certains témoins. La Chambre de première instance a donc fait droit à cette requête de l'accusation concernant les mesures de protection et également la requête pour reporter donc la communication à la défense jusqu'à 30 jours avant le témoignage de ces témoins, les témoins RFJ 079 et RFJ 184. Ces 2 témoins témoigneront en audience publique puisque d'autres mesures de protection supplémentaires n'avaient pas été demandées. Pour ce qui est de 79 témoins et un certain nombre de pseudonymes ont été également octroyés. La Chambre de première instance a été informée que l'accusation aura d'autres demandes pour ce qui est des mesures de protection concernant les témoins RFJ 079 et RFJ 084. Est-ce qu'on peut passer à... Est-ce que vous voulez qu'on passe à huis clos partiel pour parler de cette question? Monsieur Stringer, je ne crois pas que cela soit nécessaire. Mais pour être sûr, concernant la décision portant sur les mesures de protection que vous venez de mentionner, on demande un certain statut pour ces témoins concernant la divulgation de leur identité. Et nous demandons à la Chambre qu'elle indique clairement et de façon explicite que les mesures de protection concernant ces 2 témoins englobe également la mesure selon laquelle, lorsque leur identité est divulguée à la défense,
que leur identité ne devra pas être publiée en public jusqu'à ce que ces témoins ne viennent ici devant le tribunal pour déposer lors du procès. Donc nous demandons à ce que la Chambre rende la décision selon laquelle la divulgation de l'identité des témoins à la défense ne peuvent pas être publiée par la défense avant que ces témoins ne viennent ici pour déposer. Le juge, merci. Je ne pense pas que la défense ait besoin de s'exprimer sur cette question puisque la réponse a été déjà donnée. Donc la Chambre de première instance est convaincue que la divulgation de l'identité de ces témoins ne sera pas faite jusqu'à ce que les témoins ne viennent pour déposer devant le tribunal et que cela renforcera les mesures de protection. Les informations concernant ces témoins seront publiées au moment où ces témoins viendront ici pour témoigner. Par conséquent, la Chambre de première instance fait droit à la requête de l'accusation et décide que l'identité des témoins 79 et 84 ne sera pas publiée jusqu'à ce qu'ils ne apparaissent en public pour déposer. J'invite l'accusation et les conseils de la défense des deux accusés dire s'ils ont des questions à soulever devant la Chambre à cette étape. Monsieur Stringer, merci Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions soulevées à ce stade. Maître Jordache, nous non plus. Merci. Maître Bakrac, la défense de Monsieur Simatovic n'a pas de questions soulevées. On vient de me rappeler que il faudrait que je dise au fin de compte rendu que la Chambre de première instance accepte le nombre de témoins et la durée de la présentation des moyens à charge de l'accusation conformément à la décision de la Chambre en vertu des articles 110, 111 et 112. Ces articles concernent l'admission des moyens de preuve. Cette conférence préalable au procès est finie et je remercie les parties de leur coopération.